Hop. Alors donc bonjour à tous, donc bienvenue pour, l'ouverture de notre semaine Un jour un outil, donc pour vous préparer à la semaine sécurité patient, donc qui aura lieu en septembre. C'est vrai que le ministère a décalé, hein, OK. la Mince. semaine sécurité patient, donc cette année, elle aura lieu, en septembre, de mémoire du 15 au 19 septembre. Donc voilà, on a discuté avec pas mal d'établissements qui nous avaient dit il y a quelques années, bah, ce serait bien plutôt, au lieu de nous présenter des webinaires lors de cette semaine sécurité patient, d'anticiper un petit peu et de vous présenter plutôt des outils. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous propose cette semaine, plusieurs webinaires. Donc c'est notre semaine Un jour un outil. Donc aujourd'hui, nous sommes avec nos collègues du CEPIAS pour un webinaire donc sur le parcours d'un odoscope, comment maîtriser le risque infectieux à chaque étape. Donc je laisse la parole du coup Ouais. au docteur Locher et à Véronique pour la suite. Merci, merci beaucoup Laurine. Donc du coup, effectivement, moi je suis Gwenelle Locher, je suis responsable du CEPIAS Hauts-de-France et je suis accompagnée de Véronique Dutoit, qui est une des infirmières IBOD hygiéniste du CEPIAS, qui connaît bien l'endoscopie. Et ce qu'on va vous proposer, on va bien sûr vous parler un petit peu de notre outil, mais on va en profiter pour vous faire quelques rappels sur endoscopie et certif. Un tout petit peu de réglementation, mais juste voilà, où aller chercher les textes, vous pourrez avoir les liens qui vous intéressent. Quelques outils autres qui existent sur endoscopie, soit faits par des collègues d'autres CEPIAS, et puis vous faire une toute petite un retour sur notre propre expérience de CEPIAS quand on va sur le terrain, sur quelques points qui reviennent régulièrement et qui sont des points d'attention si on veut maîtriser le process. Donc je vais partager. Hop. Alors, est-ce que ça doit... Est-ce que vous voyez mon... Alors, je vais le mettre en plein écran. Je pense que ça devrait marcher. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien en plein écran? Oui, c'est bon pour nous. Super. Donc voilà, effectivement, l'outil qu'on va vous présenter, mais plutôt à la fin, enfin, c'est Véronique qui va vous montrer, c'est un outil qu'on a préparé en fin d'année dernière et qui peut vous aider, voilà, à faire de la sensibilisation. Mais avant ça, je voulais faire quelques rappels sur endoscopie et certification, surtout qu'il y a quand même des modifications dans le nouveau manuel, hein, donc qui n'est pas encore mis, enfin qui s'appliquera en septembre. Et donc n'hésitez pas à aller voir sur ce document qui a été fait par nos collègues du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, qui compare pour la prévention du risque infectieux en général, ancien manuel, nouveau manuel. Donc ça en deux colonnes, hein. La colonne de gauche, c'est l'ancien critère, la colonne de droite, c'est les nouveaux critères en prévention du risque infectieux, et ils montrent bien, et en rouge, ils font apparaître, donc ici, il vous montre bien, il vous rappelle critères standards, critères avancés, critères impératifs. Donc, ça vous permet de vous les repérer sur le risque infectieux uniquement, hein. Ça vous permet de les repérer d'emblée. Et donc là, on est là pour parler d'endoscopie. Je vous signale qu'il y a aussi des évolutions sur le bloc opératoire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc sur l'endoscopie, je vous ai mis en plus gros. C'est quand même beaucoup plus détaillé, puisqu'avant, l'endoscopie était intégrée dans quelque chose de beaucoup plus général sur les dispositifs médicaux invasifs. Et là, c'est clairement notifié qu'il s'agit d'endoscope, puisque c'est réutilisable thermosensible, on peut difficilement être plus clair. Et après, dans le détail, hein, vous irez voir dans le critère, c'est bien détaillé ce qu'ils entendent par là. Et là, sur le document du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, ils mettent ce qui a été rajouté. Donc, ils parlent de la thermosensibilité, de la surveillance des résultats de contrôle microbio, ils parlent de traçabilité. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup plus détaillé. Et là, je vous ai mis, je ne vous ai pas mis toute la page avec le critère, mais je vous ai mis les éléments d'évaluation. Je ne vais pas les lire, ce serait trop fastidieux, mais ça va quand même assez loin. C'est un traceur ciblé qui est proposé, et donc ça va quand même assez loin dans ce qu'on demande. Nous, c'est exactement ce qu'on demande, hein, d'ailleurs, quand on nous demande de venir faire une évaluation de l'endoscopie, hein. On va s'intéresser aux professionnels en charge de leur formation, le parc d'endoscopes. Voilà, ça correspond évidemment à ce que nous, on demande, mais là, c'est donc ce que demande la HAS dans son manuel de certif sur les dispositifs réutilisables thermosensibles. Je vais pas plus en détail, vous lirez vous-même dans le manuel. Donc, traceur ciblé. Je vous rappellerai, vous les connaissez forcément, hein, mais les références réglementaires, c'est l'instruction de 2016 avec le guide qui est attenant en fait, hein, je ne l'ai pas mis parce il est dedans, et puis un texte dédié aux duodénoscopes, qui sont un des endoscopes à risque particulier. Donc c'est vraiment ça la base. Et puis il y a des foires aux questions
qui complètent ces 2 textes réglementaires. Mais il y a d'autres documents qui peuvent vraiment sur lesquels vous pouvez vraiment vous appuyer. Et en particulier, n'hésitez pas à aller voir et revoir ce que fait la SFED, parce que, ils ont fait un document sur l'organisation d'un plateau technique d'endoscopie digestive qui peut vraiment voilà, vous permettre de revoir si vous êtes à peu près, voilà, si vous êtes dans conforme à ce qu'ils proposent. Et il y a un document plus récent qui a été fait par le groupe d'infirmiers en endoscopie qui va beaucoup plus sur les recommandations par rapport au personnel. Et ça, c'est un sujet majeur. Nous, quand on va sur le terrain régulièrement, il y a des points d'amélioration sur du personnel qui n'est pas assez formé, qui n'est pas reformé, qui est là parfois depuis très longtemps, mais qui n'a pas été, dont le maintien de compétences n'est pas forcément optimal. Et puis, il faut que ce soit des gens habilités. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Je vous ai mis également le lien vers un document fait par les collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes sur les prélèvements d'endoscope, qui est très bien fait, qui est très récent aussi. Et enfin, je suis tombée sur ce webinaire du CEPIAS Occitanie, qui est dédié, qui est récent aussi, en 2024, et qui est dédié aux enceintes de stockage, les E7. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter tous ces documents pour compléter votre panoplie si vous avez besoin. Et enfin, voilà, je vais après passer la parole à Véronique pour vous parler de notre outil. Donc nous, c'est vraiment un outil de, de sensibilisation. C'est pour aider les équipes d'hygiène à parler d'endoscopie. Enfin voilà, c'est pour leur donner un outil pour aller discuter avec les professionnels. C'était dans le cadre d'un calendrier de l'Avent qu'on avait des spécialistes hygiène qu'on avait conçu en fin d'année. Toute l'équipe a fait plein d'outils, dont celui-ci. C'est un outil Geniali. Donc pour ceux qui seraient pas familiers de Geniali, ce n'est pas téléchargeable. C'est pas comme un PDF, etc. Faut cliquer sur le lien et vous arrivez sur Geniali. Et après, vous allez pouvoir vous allez pouvoir. Elle va vous montrer, ce sera plus simple. Mais notre but était de vous rappeler toutes les étapes de prise en charge des différents types d'endoscopes et de pouvoir aller regarder tous les détails, en détail, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, du coup, je vais départager. Et puis, Véronique, si tu arrives à partager, sinon je le ferai, mais je te laisse. Hop, je départage et je te laisse éventuellement le faire si tu veux. Donc, je vais prendre le relais. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, une fois que vous êtes connecté avec le lien que vous avez pu voir sur la précédente diapo, donc vous avez accès à notre outil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très synthétique et qui peut vous permettre d'avoir un support lors de sessions d'information auprès de vos équipes d'endoscopie. Donc, c'est pas non plus un outil qui va reprendre vraiment toute la technique de l'entretien, mais c'est pour avoir une vision d'ensemble des éléments essentiels à pouvoir expliquer, pour ouvrir de la discussion, pour discuter des pratiques. Donc en fait, il y a 4 pages. Donc la première page, en fait, vous allez donc retrouver toutes les informations par rapport aux endoscopes semi-critiques. Donc plus particulièrement les endoscopes qu'on va utiliser en endoscopie digestive, haute et basse, et en endoscopie bronchique. Ce sont donc ce qu'on appelle des endoscopes semi-critiques, donc qui vont dans des cavités non stériles, en contact avec des muqueuses, et qui qui requièrent un niveau de désinfection intermédiaire. Je t'interromps juste pour dire que pour ceux qui ne connaissent pas Geniali, il faut que vous alliez passer votre souris quand vous serez dessus sur tous les petits endroits où il y a un. Je vais vous montrer après alors. Voilà, elle va montrer. Et donc, en fait, toutes les étapes sont reprises donc dans la circulaire et l'instruction de l'endoscopie, mais vous pouvez également retrouver les différentes étapes de la désinfection intermédiaire dans le guide de l'ASF2H par rapport aux dispositifs médicaux de novembre 2022. Donc, on va rappeler le spectre d'activité attendu et les produits à utiliser. En priorité, c'est l'acide peracétique. Ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus du glutardaldéhyde. Et le temps de trempage, par contre,
vous devez toujours voir avec les recommandations du produit que vous utilisez. Donc, on va partir de la réception du dispositif tout de suite après l'examen. Je vous rappelle que il y a une phase préliminaire, c'est en post-examen immédiat, on doit rincer l'appareil immédiatement pour éviter d'avoir un dessèchement. Et ensuite, on va acheminer l'appareil vers le local de traitement. Et à partir de ce moment-là, on va devoir prendre en charge cet endoscope. Donc, tout délai, le délai doit être le plus court possible, hein. Il faut éviter de faire attendre un endoscope qui a été utilisé très longtemps. Donc, il faut préserver en fait pour éviter les surcontaminations. Donc en fait, vous voyez, sur chaque thématique, vous avez un petit bouton qui clignote. En fait, c'est un doigt. Donc en fait, il suffit de se positionner dessus et vous allez avoir apparaître donc un petit encart avec des explications. Donc c'est les recommandations principales et ce pour chaque thématique. Hein. Donc c'est vraiment résumé, vous voyez, et pour que ce soit simple, c'est pour ça qu'en fait, ça n'est que un support pour aider à la formation et l'information pour ouvrir les discussions. Donc par exemple, là, le point important, c'est que pendant l'immersion, pendant le test d'étanchéité, il faut brancher hors de l'eau, immerger l'endoscope et bien faire aller la tête de l'endoscope pour vérifier qu'il n'y ait pas de bulles dans les infractuosités ou dans les infractuosités. Hein, et on débranche toujours hors de l'eau. Donc, vous voyez, ça, c'est les recommandations qu'on a reprises dans chaque thématique. Ensuite, vous allez avoir des informations sur les couvillonnages, le sens des couvillonnages, les éléments qui sont importants. Donc ça, c'était la phase préliminaire. Et après, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Donc soit on charge l'endoscope dans un automate de désinfection qui s'appelle un laveur désinfecteur d'endoscope. Et donc là, vous allez avoir la même présentation avec les recommandations principales et puis éventuellement des précautions à prendre, comme par exemple, c'est de bien vérifier les contrôles des produits. Il y a une deuxième solution qui s'offre au service d'endoscopie. Vous pouvez en fait traiter votre endoscope dans ce qu'on appelle les modules semi-automatisés. Hein, donc c'est ce genre d'installation. Le son. Coupé. Donc voilà, et donc sur ces modules semi-automatisés, on doit donc respecter toutes les étapes. Donc on a déjà fait les deux premières. On va donc passer donc au premier nettoyage. Donc c'est brancher les irrigateurs. Donc vous avez les temps de chaque étape, les produits éventuellement, et puis la technique. Hein. Donc, c'est toujours un double bio-nettoyage et l'endoscope va cheminer dans les différents bacs par rapport au niveau de propreté. Donc, on a premier nettoyage, premier rinçage, deuxième nettoyage, deuxième rinçage. Et ensuite, on arrive à l'étape de désinfection par trempage dans un bain d'acide peracétique avec un rinçage terminal à l'eau toujours bactériologiquement maîtrisée, hein, souvent avec la pose d'un filtre. On irrigue tous les canaux de l'endoscope et on va faire une purge pour bien éliminer tous les résidus de produits. Donc ça, c'est le parcours, ce qu'on appelle semi-automatisé avec une grande... c'est assez long et c'est là où il faut insister sur le personnel et la formation du personnel parce que c'est vraiment spécifique et il faut bien connaître pour être bien organisé. Donc ensuite, après l'entretien, on va décrire un peu l'étape de séchage, donc toujours à l'air médical et les conditions de stockage. Donc ça peut être
soit dans des aisettes, donc c'est des enceintes de stockage pour les endoscopes, qui sont en fait équipées d'un système qui permet de ventiler et de pulser de l'air maîtrisé dans les dispositifs. Et en fait, ça va permettre d'allonger la durée de stockage avant de devoir être dans l'obligation de faire une désinfection avant une prochaine utilisation. Hein, et donc, le stockage, est, possible pendant 7 jours. Par contre, tous ces dispositifs, en fait, requièrent des, qualifications et des opérations de maintenance que l'on va retrouver également dans l'instruction du 4 juillet 2016. Donc en fait, c'est tout ce qui a, qualification d'installation, qualification opérationnelle et au quotidien, annuellement, l'obligation de refaire une qualification de performance, donc tous les ans. Et cette opération, elle doit être aussi réalisée après des opérations de maintenance. Hein, donc c'est une obligation réglementaire et ça oblige à faire des prélèvements microbiologiques, donc DLDE et dans l'eau, avec l'eau d'alimentation et également l'eau du rinçage final. Et vous avez aussi en surveillance toute la surveillance des endoscopes. Donc c'est minimum une fois par an où on doit faire un contrôle microbiologique en cas de prêt, en cas de non-conformité pour contrôler les actions qui ont été mises en place, en cas de retour de maintenance ou d'alerte de matériaux vigilance. Ça peut être aussi des contrôles microbiologiques qu'on va faire pendant une investigation de cas groupés chez plusieurs patients qui ont eu une endoscopie avec un même appareil, par exemple. Donc, il faut savoir que donc, le contrôle doit être minimum annuel, mais que pour certains types d'endoscopes, il est recommandé d'augmenter la fréquence des contrôles, surtout pour les endoscopes à architecture complexe, comme les écho-endoscopes, ponction ou les duodénoscopes. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, Madame Locher vous a signalé qu'il existait un cadre spécifique réglementaire pour les duodénoscopes, parce que c'est vraiment les endoscopes qui sont les plus à risque. Et en fait, cette difficulté d'entretien, elle est représentée par ce qu'on appelle la tête de l'endoscope qui est mobilisable et qui permet en fait de faire des gestes très spécifiques pendant les cathétérismes rétrogrades. Hein. Donc c'est vraiment un appareil qui demande une vigilance attentive. Donc, dans les contrôles, il faut savoir que avant toute utilisation, il faut une inspection minutieuse de la tête de cet appareil. Il y a une procédure de nettoyage spécifique avec du matériel compatible. Hein. Donc, il faut vraiment que quand vous acquérez un duodénoscope, il faut vraiment vous concentrer sur le type de matériel pour l'entretien. Et la surveillance microbiologique, elle va être trimestrielle. Donc là, on augmente vraiment la surveillance parce que c'est un duodénoscope qui est plus à risque de contamination, qui va souvent être utilisé en milieu septique parce que en fait, ça va être souvent du drainage de cholécystite. Donc, c'est vraiment un point de vigilance important. Et aussi un élément important, c'est que les professionnels qui sont chargés de l'entretien doivent connaître et bénéficier d'une formation à la mise en service vraiment très spécifique par le fournisseur, hein, avec émargement parce que c'est vraiment des subtilités qui demandent beaucoup de connaissances et de minutie.
Ouais, c'est ce que j'allais rajouter, c'est quand il y a un nouvel achat, de toute façon, il faut vraiment penser qu'il faut absolument que le personnel soit reformé, parce que chaque endoscope c'est différent et ça peut être, sinon il peut y avoir vraiment des oublis majeurs dans le nettoyage et des choses, mais voilà, il faut vraiment que le personnel soit formé. Faut pas juste acheter des endoscopes parce que voilà, c'est un meilleur endoscope, etc. Faut pas oublier le personnel qui les nettoie, sinon vous allez au-devant de difficultés et de risques pour les patients. Je sais pas si tu veux parler de la marche en avant maintenant ou on en dira un mot à la fin sur ce qu'on avait vu quand on Je s'est pensais plutôt l'aborder après. après dans Ouais, nos ok. points essentiels Ouais. et voilà, les points de vigilance en fait. Et donc ensuite, donc on va aborder les endoscopes critiques. Donc, principalement, les endoscopes qui vont être utilisés. Donc, c'est des endoscopes thermosensibles réutilisables pour le système urinaire. Hein, donc, en fait, là, on a changé de niveau de risque. On est dans de la désinfection de haut niveau. Alors, il faut savoir que on peut aussi utiliser de la stérilisation à basse température, mais c'est des procédés qui sont encore peu présents dans les établissements. Mais donc, en fait, c'est vraiment une prise en charge spécifique et donc la première partie du traitement de l'endoscope va être identique avec les différentes étapes. Par contre, à la fin, c'est un rinçage terminal qui va requérir des conditions d'asepsie rigoureuses. Donc, c'est à cette étape-là qu'il y a le plus gros changement. Donc ça suit le même parcours, hein. Donc après l'examen, on vérifie et on aspire, on va éliminer donc le liquide et vérifier l'aspiration et l'étanchéité du canal opérateur. Et ensuite, donc vous allez systématiquement utiliser donc de la procédure par immersion, hein, parce qu'en fait, on est obligé pour avoir cette désinfection de haut niveau, d'avoir la désinfection juste avant l'examen. Donc, on reprend donc le test d'étanchéité, c'est les mêmes consignes, le premier nettoyage, le premier rinçage, et donc la désinfection, donc vous trempez votre endoscope pendant le temps requis dans l'acide peracétique et au moment du rinçage terminal, donc on oublie l'eau bactériellement maîtrisée et on va utiliser de l'eau stérile qu'on va venir verser dans un bac qui va être protégé par un emballage plastique stérile et on va Qu'est-ce qu'il y irriguer a? les différents canaux et on va sortir l'appareil avec des gants stériles et le poser sur un champ stérile. Donc là, c'est une précision par rapport donc au niveau de la désinfection de haut niveau. Donc vous voyez, on rappelle qu'il est possible d'utiliser la stérilisation à basse température et sinon, c'est obligatoirement donc du haut niveau avec quelle que soit la durée de stockage et l'endroit de stockage, avant chaque utilisation, l'appareil sera immergé pour une désinfection et un rinçage stérile. Hein, donc ça, c'est les informations que vous pouvez retrouver. Donc vous ne les avez pas systématiquement dans le guide sur le traitement des endoscopes, mais par contre, c'est dans la FAQ numéro 2 par rapport au traitement des endoscopes à haut risque. Donc les manipulations stériles, elles se font tout au long, donc entre la sortie du bain de désinfection jusqu'à la manipulation pour commencer l'examen. Donc, par rapport au stockage, donc soit vous utilisez le même type de stockage que pour les endoscopes semi-critiques. Donc, ça peut être dans des armoires,
champs protégés, hein. Il faut toujours éviter une recontamination et toujours insister fortement sur la qualité du séchage pour éviter en fait d'avoir la prolifération et la contamination, en particulier par le Pseudomonas. Hein, c'est la qualité du stockage qui va éviter d'avoir du biofilm dans les canaux. Et donc on peut tout à fait utiliser un stockage en aizette, c'est possible, mais par contre, il y aura nécessité de réaliser la désinfection avant tout examen. Et toujours pareil, c'est les mêmes recommandations par rapport aux qualifications, quel que soit le risque des endoscopes pour l'utilisation des LDE et la surveillance. C'est les mêmes recommandations. C'est un prélèvement annuel au minimum ou plus en cas de maintenance, de retour de prêt. C'est les mêmes recommandations que pour les appareils semi-critiques. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très succinct, mais par contre, ça peut amener la discussion et à la réflexion par rapport à des équipes. Ça peut être utilisé pour des rappels ou pour de la formation ou en cas de plan d'action à mettre en place. Mais il faudra toujours que ce soit accompagné par le commentaire par rapport aux recommandations. Donc on avait aussi proposé de partager en fait les guides de la SFED par rapport à l'organisation du plateau technique, parce que c'est vraiment en fait des documents qui vont venir bien cadrer l'organisation, l'équipement des salles. Il y a des recommandations par rapport à la qualité de l'air. Il y a tout un paragraphe sur le bio-nettoyage qui peut être important et aussi sur la dotation d'endoscopes. Hein, il faut savoir que pour avoir des bonnes conditions de traitement et d'utilisation, il faut quand même que le parc y soit en adéquation avec l'activité. Parce qu'il ne faut pas oublier de compter qu'il y a toujours au moins un ou deux appareils qui peuvent être en maintenance. Et donc, pour éviter que les équipes ne fassent la course et se mettent en difficulté par rapport au respect des bonnes pratiques, donc il est important toujours d'avoir une quantité de matériel adéquate. Si la surveillance microbiologique et le suivi de maintenance doit être tracé dans le carnet de vie des endoscopes. Hein, c'est vraiment un élément très important qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'historique de l'utilisation de chaque dispositif. Et apparemment, dans la future certification, il doit être disponible et consultable si besoin par les experts visiteurs. Et en 2024, la SFED et donc la société du GIF, hein, donc c'est le groupement des infirmiers endoscopistes, a vraiment détaillé tout ce qui était recommandé par rapport à la qualification et à la formation du personnel dédié en endoscopie. Hein, donc les effectifs, la formation initiale, l'accueil des nouveaux arrivants et en particulier un point essentiel, c'est le parcours d'habilitation. Hein, parce qu'en fait, il est vraiment important d'avoir des éléments de preuve sur les acquis des professionnels, parce que ça peut tout à fait servir d'élément de preuve à la formation. Il doit avoir un plan de formation continue. Les tâches, il faut faire attention à la délégation des tâches et au glissement de tâches. Donc, c'est vraiment très bien documenté dans ce guide de la SFED et du GIF.
Donc voilà, ben, je pense que j'ai terminé parce qu'après, en fait, dans cet outil, vous avez donc les liens ou des QR codes pour retrouver les éléments dont a parlé Madame Locher tout à l'heure en début de présentation. Voilà, je vous remercie. J'espère que cet outil, en fait, pourra vous servir de support pour vos prochaines rencontres avec les équipes d'endoscopie. Donc, je vais arrêter le partage, comme ça, vous pourrez reprendre la main, mesdames. Merci Véronique, c'était hyper clair. Du coup, ouais, nous, les points d'attention, effectivement, on l'a déjà dit, mais on va peut-être réinsister dessus. La formation du personnel, c'est un point absolument majeur. Formation et qui doit se maintenir dans le temps. C'est pas voilà, quelqu'un qui a été formé il y a 10 ans, 20 ans, faut pas oublier que ça a évolué. Les locaux dédiés, il y a des fois où franchement, c'est un peu la désinfection dans un placard quand même, hein, un peu. Voilà, il faut pas oublier pour faire la marche en avant, il faut un peu de place. Alors si ça n'a pas été conçu comme ça initialement, c'est pas évident, mais pour faire de la marche en avant, il faut de l'espace. Et donc ça, pensez-y, si en tout cas certains ont des projets de nouveaux locaux, il faut l'intégrer dans la réflexion. C'est pas un local accessoire, hein, le local des infections d'endoscope, c'est un local super important. Qu'est-ce que j'oublie? Il faut absolument éviter les croisements de flux. Ouais, il faut éviter Propres et sales. propres et sales. Avoir des bacs bien identifiés. Enfin, ça, on a vu des fois des choses toutes simples, mais qui étaient très pratico-pratiques, avec un smiley rouge, un smiley vert sur la boîte. C'est pas évidemment pas la même boîte qui transporte le propre et sale. Comment on nettoie cette boîte, etc. On le transporte d'une certaine façon et dans un bac dédié. Qu'est-ce que j'oublie encore comme chose importante? La traçabilité également. Ouais. Il faut que ce soit vraiment efficient et la traçabilité de l'ensemble des étapes de traitement. Ça va du pré-traitement et souvent ça c'est une étape qu'on a du mal à retrouver la trace. Donc en fait, il faut absolument faire le lien déjà entre le patient, le dispositif et la prise en charge dès la fin de l'examen. Et après, on va ajouter, mais ça, en général, on a de la traçabilité automatique, hein, que ce soit en paillasse semi-automatique ou en LDE. Vous avez des tickets qui, en fait, reprennent les différentes étapes. Mais le pré-traitement, c'est souvent là où, en fait, on va avoir des manques d'éléments sur le circuit de la traçabilité. Voilà, je crois qu'on a été assez complète sur ce qu'on a pu nous voir comme élément saillant quand on se déplace sur le terrain. Et on est à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez prendre le micro, si vous voulez écrire dans le chat, on est bien sûr. Donc l'outil, il est dans le diaporama, mais il est aussi disponible sur la base documentaire du REPIA. Donc alors, sur notre site internet aussi, je pense, mais je crois que je vérifie où il est, mais sinon il est sur la base documentaire du REPIA. Si vous tapez, alors elle vient de changer, mais si vous tapez endoscope, vous allez le trouver très facilement. Il y a une question dans le bonjour chat. à tous. Avez-vous un exemple de cahier de vie des endoscopes? Un cahier de vie, enfin une sorte de modèle, Julie, c'est ça que tu veux dire? C'est Julie, c'est la polyclinique de Picardie. Alors, Je ne moi, sais ma pas. connaissance, j'en ai pas, mais Tu par veux, contre, tu veux prendre le micro, Julie? Oui, Bonjour. bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes ou à tous. Bonjour. Oui, c'était pour savoir si vous avez un exemple d'un cahier de vie pour les endoscopes ou des moyens pour nous aider un petit peu à tracer. moi, j'ai pas connaissance d'un support prêt à l'emploi, on va dire, D'accord. parce que en fait, déjà, le suivi de l'endoscope, ça va regrouper plusieurs acteurs, hein, parce que vous avez les utilisateurs, vous avez le laboratoire pour la surveillance microbiologique, vous avez le biomédical pour tout ce qui est maintenance et fonctionnement. Et donc, en fait, moi, ce que je pense le mieux, c'est en fait
un fichier informatique Excel. partagé où en Voilà. fait chacun peut venir amender les informations qu'il a à sa disposition et qui soient consultables par tout le monde pour avoir un support unique. Parce que le problème de tout ce qui est papier, c'est que pour échanger et pour faire le suivi global de votre endoscope, vous allez être en difficulté. Ben, c'est ça. Oui, nous, on a bien des supports, mais sur plusieurs dossiers, en fait. Voilà. Chaque secteur a son suivi, quoi. Et n'oubliez pas que le jour où vous avez un problème, parce que c'est ça aussi, hein, même si ça, bien sûr, on souhaite tous que ça n'arrive pas, mais le jour où il y a un souci, il faut tout retrouver. Franchement, c'est Ben, galère, c'est hein. ça. Vous devez Je me recroiser l'endoscope, questionne. le patient et son circuit. Franchement, ça peut être vite beaucoup, beaucoup. À l'époque où il n'y avait pas d'informatisation, on se paluchait tous les. C'était quand même des heures passées pour arriver à retrouver toutes les traces, parce qu'après, des fois, c'est rare, évidemment, mais quand il faut faire des rappels patients, ça, parce que l'endoscopie est une vraie, enfin, il y a un vrai risque, quoi. Enfin, et on n'est pas à l'abri, même en ayant un process très bien maîtrisé, de temps en temps, il y a des soucis quand même, hein. Il peut y avoir des problèmes matériaux-vigilance, il peut y avoir. Donc voilà, il faut essayer vraiment d'avoir tous les éléments facilement consultables et retrouvables pour, pour assurer la sécurité du patient et puis assurer du coup le truc aussi pour l'assertif, mais puis aussi en se disant, bah voilà, le jour où on aura besoin de Ben, c'est retrouver, ça. est-ce qu'on y arrive ou pas, quoi? Parce que c'est En quand même le but. sachant La que traçabilité, c'est pas la traçabilité pour la traçabilité. Il faut bien se dire que ça peut vraiment arriver. C'est-à-dire que nous, je sais pas quelle expérience tu as, Véronique, mais moi, j'ai l'expérience. Enfin, tous ceux qui ont fait de l'hygiène longtemps ont eu au moins oui, une fois un problème avec des endoscopes, hein. il Et y a eu il y a quelques années une alerte nationale. Il a fallu aller rechercher tous les patients qui avaient eu un examen avec un certain type type d'endoscope. d'endoscope. Endoscope, Et oui. donc avec Ça, un et ça, rendu à la NSM et compagnie. Donc ouais, oui, ouais. oui, non, il faut que ce soit un outil qui soit facilement exploitable, en sachant que apparemment dans la dernière mouture du manuel de certification, ils intégreraient le suivi des patients. Parce que jusqu'à présent, on pouvait encore faire, il n'y avait pas forcément de lien. On avait le lien endoscope patient dans le dossier patient et après on avait le carnet de vie des endoscopes avec la maintenance et la microbio. Mais apparemment là, il passe à la vitesse supérieure et il faudrait un lien aussi avec. Donc ça veut dire que il va falloir intégrer du suivi de patient dans le carnet de vie de l'endoscope. Et ça va être, je pense, plus compliqué pour vous. Mais je pense que D'accord. le fichier informatique, c'est quand même quelque chose qui est plus souple pour que tous les intervenants puissent amender les informations. Ok, merci beaucoup. Mais effectivement, pas de modèle tout prêt a priori, puis je pense que ça dépend de Ben, votre système informatique. On n'est pas sur un modèle de cahier et tout ça, c'est ce qu'on faisait dans le temps et c'était vraiment pas pratique. Là, il faut vraiment essayer, dans la mesure du possible, de toute façon, d'aller sur un système d'informatisation, enfin, voilà, que tout soit intégré. Ouais. On fait ça pour tout maintenant, quand même, d'essayer d'avoir des choses où la traçabilité, elle se fait aussi. Enfin, il y a quand même des systèmes qui permettent de tracer De partager. automatiquement. Ouais. Et ça va quand même être beaucoup plus simple à suivre. Mais ça. éventuellement, vous pouvez peut-être vous rapprocher de votre biomédical qui a peut-être des outils qu'on appelle des GMAO, hein, c'est par rapport à la maintenance. Donc D'accord. peut-être que vous pouvez partir de ce support s'il existe pour venir après amender avec la surveillance microbio et tout ça. Mais il existe peut-être des supports que je ne connais pas. D'accord. Ok. Après, je pense il faut bien lire le critère. Laurine, moi, j'ai pas encore eu le temps vraiment de complètement me l'approprier, mais c'est bien détaillé, hein, sur la page du critère endoscopie, et ça vous permettra de voir si, voilà, ce qui est peut-être ce qui est pas tout à fait. C'est sûr ils ont monté d'un cran là, hein, vraiment, sur l'endoscopie, parce qu'avant, il n'y avait même pas vraiment de détails. C'était intégré dans le reste des dispositifs médicaux, mais là, ils vont quand même assez loin dans l'exigence. Et ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est quand même des actes à haut risque. On parle souvent de la chirurgie, mais l'endoscopie, il ne faut pas penser que voilà, on a tous vécu. Enfin,
des événements parfois graves, hein, sur des infections post-endoscopiques. Enfin voilà, faut pas, c'est pas parce que ça n'arrive pas souvent que ça n'existe pas. Et ça peut être vraiment grave. Et comme disait aussi Véronique, effectivement, il peut y avoir des alertes nationales, il peut y avoir des rappels de matériaux, il peut y avoir. Ça ne dépend pas que de vous. Et du coup, c'est bien le jour où effectivement on vous dit l'endoscope de telle marque, de tel type, il faut retrouver tous les patients faits au cours je sais pas moi, des 2 dernières années ou pire, hein. Enfin, ça peut vite être considérable parce que vous voyez bien l'activité énorme que vous avez en secteur endoscopie. C'est quand même un gros turnover. Donc, il y a intérêt à bien bétonner sur la traça. Sinon, ça peut être vraiment compliqué. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Laurine, est-ce que c'est clair est-ce que toi, ça te semble bien? Oui, oui, je voulais juste ajouter, il y a la fiche pédagogique aussi qui peut aider les établissements où là, on voit vraiment ce que les experts visiteurs vont aller rechercher, etc. Donc, Oui, c'est vrai. bon, J'ai pas pensé à la partager, mais effectivement, bon, on pourra peut-être la rajouter dans le diaporama avant de ouais, l'envoyer. Ok, je te laisserai, tu l'as en PowerPoint, donc je te laisserai ouais, rajouter enfin, alors, il y a une oui. question. Quand pas de locaux dédiés, obligation d'aération, ventilation de quel type? Bah là, vous êtes sur le risque professionnel, hein. Enfin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça, de l'aération des locaux. Puisque effectivement, ça fait partie, hein, nous, même si c'est pas directement notre domaine, nous, on l'évoque toujours, hein, la sécurité des professionnels qui sont exposés à des vapeurs chimiques. Donc normalement, il faut absolument vérifier qu'il n'y a pas trop d'émanations et que les gens sont donc il y a une aération, il y a une ventilation correcte. Donc après, Donc c'est au moins un minimum de 6 renouvellements heure, comme dans tous les locaux, mais vous pouvez aussi demander la mesure de la concentration d'acide peracétique dans les dans l'air. locaux. Et s'il y a un équipement avec un module, il existe un système de récupération de vapeur qui est en fait synchronisé avec l'ouverture du bac et qui se met en route quand on ouvre le bac. Mais tout ça, c'est vraiment le fournisseur qui peut vous expliquer par rapport à ça. Après, vous pouvez aussi équiper vos professionnels de protection EPI individuelle. Ouais, mais c'est des masques du coup. Enfin, si vous avez une C'est mauvaise des aération, masques avec des cartouches. ça va être des masques à cartouche, hein. Donc on arrive sur un truc qui est quand même plus difficile pour les professionnels en termes de confort. Donc effectivement, il faut quand même un local très bien ventilé parce que c'est quand même des produits toxiques. Et Pour idéalement, la il faudrait question, avoir un local dédié. Alors, pouvez-vous aborder la limite d'âge des endoscopes? Alors, tu compléteras, mais pour moi, ça dépend surtout de l'usage, en fait. C'est-à-dire que c'est c'est pas tellement exactement ça. l'âge, c'est s'il est tout jeune, mais qu'il est utilisé très intensément. Puis il y a aussi des gens qui cassent plus facilement que d'autres. Voilà, plus il est utilisé, plus il s'use vite. Donc après, ça va vraiment être, je dirais qu'en fait, si vous commencez à avoir régulièrement et des pannes et des prélèvements non conformes tout le temps, que vous l'envoyez en maintenance, en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, commence à y avoir des petites fisses. Enfin voilà, en fait, c'est le fabricant qui va vous dire non mais qu'il est vraiment abîmé. C'est sûr que s'il commence à s'user, ça va être des niches, des niches pour des micro-organismes. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge. Alors je ne sais pas s'il y a un âge maximum, hein, mais en tout cas, même un endoscope récent peut s'user vite s'il est très 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 utilisé, ce qui est souvent le cas, hein, parce que nous, quand on voit les niveaux d'activité quand on passe dans certains établissements, alors je ne sais pas si c'est 5 ans maxi. Après, il y a peut-être deux questions. Il y a l'usure et il y a la performance, qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire que est-ce que vous avez l'endoscope le mieux possible pour faire le meilleur examen possible? Ça, je pourrais pas, pour assurer un service rendu aux patients de qualité, ça, je pourrais pas dire. On pourra essayer de vérifier, mais j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous allez le retrouver dans les recommandations, mais déjà, je pense que c'est aussi une réflexion institutionnelle par rapport à l'activité, par rapport aux praticiens, par rapport aux performances, comme le disait Dr Locher. Et enfin, pour moi, ça doit être entre 5 et 7 ans. Mais c'est surtout l'activité et
l'état de l'endoscope. Parce qu'en effet, si un endoscope, il a beaucoup servi et qui commence à avoir des dégradations, quelquefois, au bout de 3 ans, vous allez peut-être être obligé de le renouveler parce que même après un changement de canaux complet pour de la non-conformité, ben, vous allez vous rendre compte qu'il va toujours partir en réparation parce qu'il a été très sollicité. Donc, mais c'est aussi un travail en collaboration avec l'équipe médicale. En fait, c'est vraiment une décision commune des utilisateurs de l'EOH et Du du biomède. service Biomède. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, il faut vraiment, l'endoscopie, ça doit vraiment être piloté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez un pilotage de l'endoscopie. C'est une activité à risque, c'est une activité très importante, à la fois financièrement, médicalement. Ça peut vraiment apporter une aide, beaucoup de. Enfin, il y a de la thérapeutique, il y a du diagnostic. Enfin, c'est une activité extrêmement importante aujourd'hui dans les établissements de santé. Mais vraiment, il faut la piloter en collaboration, équipe d'hygiène, équipe qualité, médecins qui la pratiquent, parce que c'est eux qui vont savoir s'il y a un nouveau modèle qui sort, etc. Eux, ils vont être au courant. Si vous avez des médecins qui vont dans les congrès, qui vont à la SFEL et tout ça, ils vont être beaucoup plus informés. C'est eux qui vont savoir le matériel qui sort. Mais par contre, il faut que l'achat, il soit bien sûr, il soit fait, faut que ce soit une décision collective, quoi, parce qu'il y a une question de sous, d'argent, mais il y a aussi une question de remplacement, de qualité du service rendu aux patients. Et puis il y a aussi l'usure à prendre en compte. C'est quelque chose qui, à mon avis, il faut regarder, faut regarder un peu devant et voir un petit peu, parce que c'est un plan d'investissement du coup, hein, donc il faut bien programmer tout ça et savoir que de toute façon, comme dit Véronique, au bout de 3 ans, certains vont peut-être être bons à réformer parce que voilà, ils vont être très utilisés, ils vont s'user très vite. Les produits sont quand même assez puissants, on les brosse, on les frotte, on les manipule, on les transporte, ça s'abîme, hein. Donc c'est pas forcément, c'est peut-être 5 ans, 5-7 ans le max, mais ça peut être avant. Il faut bien le penser au niveau institutionnel. Du coup, il y a Monsieur Ferreira da Silva, je ne sais pas si vous avez la main levée, vous vouliez prendre la parole. Oui, merci de me donner la parole. Donc, je suis ERU, mais je fais partie de plusieurs clins et je suis comme au CNAFAL au niveau national, au niveau santé. Donc, ça rejoint tout à fait ce que là, je suis agréablement surpris, mais conforté sur le fait qu'il y ait actuellement une explosion des problèmes liés à la malbouffe. Et nous, en tant qu'association au niveau national, on se rend compte qu'il y a et ça ne concerne plus que les personnes âgées, mais aussi la jeunesse de 20 à 40 ans, l'apparition de tumeurs et de cancers de l'estomac liés à la malbouffe. Donc l'utilisation des endoscopes sera de plus en plus forte d'ici de manière très pointue et de manière plus. C'est pour ça qu'on est, nous, en tant que mouvement qui contrôlons le Nutri-Score, etc., parce qu'on est à l'origine justement de ça, mais il n'y a pas que, ça ne suffit pas, on s'aperçoit que la malbouffe se généralise et surtout au niveau de la jeunesse. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il y a des pathologies digestives qui sont assez présentes. Et puis, il faut aussi voir que l'endoscopie permet des gestes qui avant, on aurait tenté, de plus en plus techniques, on aurait avant tenté par chirurgie, mais qui permet de faire des choses quand même moins. Alors, c'est invasif, mais c'est un peu moins invasif que faire quand même de la chirurgie. C'est vrai que sur les voies biliaires, ils font des choses vraiment assez extraordinaires. Et on voit de mieux en mieux aussi, donc on détecte des choses de plus en plus. Donc voilà, c'est vraiment un outil à la fois actuel et d'avenir, l'endoscope, mais évidemment avec des risques inhérents qu'il faut pas. Et c'est sûrement pour ça que la HAS d'ailleurs appuie dessus sur ce nouveau manuel, c'est-à-dire que ça devient vraiment une activité très présente dans les établissements de santé et qu'il faut absolument suivre avec la même rigueur que le bloc opératoire en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on n'ouvre pas les gens qu'il n'y a pas de risque. Et il faut vraiment le suivre avec autant de rigueur, même si le risque est différent. Mais il faut vraiment l'évaluer, le suivre, que les gens soient très bien formés, etc. C'est pas du tout à sous-évaluer, à sous-estimer par rapport à la chirurgie.
Et souvent, on focalise la prévention du risque infectieux par rapport à l'entretien des dispositifs réutilisables, mais il faut savoir que lors de tous ces gestes invasifs, que ce soit du cathétérisme rétrograde ou bien ça peut être des ponctions biopsies de tumeurs pancréatiques hein, avec les écho-endoscopes, il faut être rigoureux dans l'organisation et dans en fait l'asepsie. C'est pas parce que c'est une endoscopie qu'il faut pas une table stérile, une tenue opératoire, une préparation du patient, un suivi médical en poste. Et donc tout ça, c'est vraiment de l'activité à risque qu'il faut prendre en compte. Et je pense que, comme Madame Locher vient de le dire, oui, en effet, c'est certainement pour ça qu'il y a un focus sur l'endoscopie. Oui, tout à fait, parce que c'est une activité très répandue, à haut débit, si je peux dire, mais du coup, voilà, il faut pas sous-estimer le risque, pas Il y a de qu'infectieux plus en d'ailleurs, mais plus, il y a aussi après la tentation de programmer des examens endoscopiques dans des salles annexes du bloc opératoire, parce que bien sûr, de toute façon, c'est toujours cadré par le décret de l'anesthésie, et donc ça sortira pas du bloc opératoire, mais des locaux, on va dire périphériques du bloc, où on pourrait avoir envie d'être moins rigoureux sur l'asepsie, ben, il faudra faire attention parce qu'on peut aussi avoir des contaminations de l'instrumentation et des consommables lors des manipulations. est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que on vous mettra bien sûr à disposition le PowerPoint. Je vais donc le faire passer par Laurine pour qu'elle le complète avec la fiche. Si tu veux même rajouter voilà, des documents vraiment plus d'accompagnement certif. Comme c'est vrai que c'est quand même le but, hein, c'est de vous aider au mieux. Même si c'est la semaine sécurité patient, mais voilà, nous en arrière-plan, on voulait absolument vous parler de certif parce que ça nous semblait quand même l'occasion de bien vous. Surtout que le sujet cette année de la semaine sécurité du patient, c'est pas du tout l'endoscopie, c'est les petits, il me semble. Mais voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, eh ben, on est là, nous, sur l'endoscopie. Hein, si vous avez des questions d'hygiène, prévention du risque infectieux, interrogation avant une visite de certif, etc., ben, on peut vous aider on peut compléter et répondre à vos questions. Voilà, je sais pas d'autres. Je sais pas si c'est quelque chose à rajouter. Alors, je vais juste rajouter du coup. Alors, merci à tous. Et oui, en effet, la thématique cette année sur la semaine sécurité patient, c'est des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant. Donc, on a prévu 2 webinaires avec Auréane. Donc, normalement, qui aurait dû avoir lieu cette semaine ou début de semaine prochaine, mais il y a eu des petits aléas qui ont fait que on est en train de caler des nouvelles dates. On vous tient au courant au plus vite. Sinon, on vous donne rendez-vous demain soir donc sur comment m'impliquer dans la semaine sécurité patient en tant que représentant des usagers, donc avec nos collègues de France Asso Santé. Et vendredi, on vous fera un retour sur le challenge FORAP avec un bilan et un partage des retours des rétex qui ont été réalisés. Ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et puis, le replay, le webinaire est enregistré, je vous envoie le replay, j'ajoute les éléments au PowerPoint et puis je vous envoie tout ça par mail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je peux relayer ensuite Oui, au soit vous docteur passez Locher directement ou à par nous. Madame Enfin, Duclay, pas de souci. si c'est des hygiénistes, vous connaissez nos coordonnées. Après, si c'est plus des référents qualité, enfin des directions qualité, etc., n'hésitez pas à passer par Laurine, enfin par les gens de RSQR. Nous, voilà, on est en lien régulièrement. On partage même un couloir à Amiens, donc n'hésitez pas. Ce sera relayé si le sujet nous concerne. Laurine ou une de ses collègues relayera vers nous et on reviendra vers vous si besoin. Une petite question, c'est possible? Dernière question. Je vous en prie. Oui, c'est simplement. Est-ce que vous utilisez comment dans le cadre de la désinfection la boîte à coucou?
Nous, c'est un outil pas spécialement sur l'endoscopie, mais oui, nous on en a 4 en prêt qu'on peut prêter aux équipes d'hygiène et on la propose toujours comme action d'hygiène des mains. Le caisson pédagogique fait partie vraiment de la base pour aller faire travailler et réfléchir sur l'hygiène des mains. Donc ça continue à être un outil. C'est pas le seul, mais ça continue à être un outil dont on se sert, dont les équipes d'hygiène se servent et qu'on peut prêter nous aux gens qui n'en ont pas. Puisqu'on en a au CEPIAS à Amiens et au CEPIAS à Lille qu'on peut prêter avec un petit livret pédagogique pour les gens qui ont moins l'habitude. Mais les équipes d'hygiène, en général, elles savent, elles ont ce qu'il faut. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. On vous souhaite Merci beaucoup. bon après-midi. Merci de votre attention. Et à Merci, bientôt. bel après-midi à tous. Au revoir. Merci, au revoir.